Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la plateforme Nouveau Défi qui vous plonge dans l'univers de la recherche d'emploi et de l'évolution professionnelle pour vous aider à faire des choix de carrière plus éclairés. Nouveau Défi est une initiative de Bon Boss, une firme spécialisée en management qui instaure les meilleures pratiques de gestion inspirées de celles et ceux qu'on appelle les bons boss. Comme épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la motivation au travail. Et pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de vous présenter mon expert invité d'aujourd'hui, Jacques Forêt, psychologue organisationnel, CRHA et professeur titulaire au département d'organisation et ressources humaines à l'Université du Québec à Montréal et auteur du livre Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination. Jacques, salut! Bonjour, Comment ça va? ça va très bien, occupé, mais occupé agréable. Bon, c'est parfait, on aime ça comme ça. Alors Jacques, ben merci d'abord d'être avec nous aujourd'hui là, pour parler de ce beau et gros sujet qu'est la motivation au travail. On en parle quand même beaucoup. Et donc aujourd'hui, ben, on a la chance de pouvoir décortiquer et plonger dans le sujet et de vraiment comprendre ce qui entoure la motivation au travail. Mais avant d'aller plus loin, je t'ai introduit brièvement, mais j'aimerais ça que tu puisses prendre un moment pour te présenter davantage et nous parler de toi, de ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser particulièrement à la motivation au travail. Excellent. Donc, moi, j'ai fait mon bac en psycho ici à l'UQAM. J'étais un athlète en planche à neige, en snowboard, qui s'intéressait à pourquoi les athlètes étaient bons et bien simultanément. Donc, j'ai fait ma maîtrise, moi, en sciences de l'activité physique, donc en psycho du sport, avec un directeur, Claude Sarrazin, qui, lui, était psychologue. Puis il m'a dit, genre, tu sais, tout ce qui stimule performance et bien-être en sport, je fais exactement la même chose quand je fais de la consultation en organisation. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai fait mon doctorat en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal. Et croyant que je voulais devenir consultant, lorsque j'ai fait mes stages et internats, je me suis rendu compte que créer des connaissances m'interpellait énormément. Donc, au lieu de devenir consultant, j'ai fait un post-doctorat qui est comme un fellowship en médecine, c'est comme une surspécialisation à John Molson à Concordia pour devenir chercheur. Puis ensuite, j'ai eu l'emploi ici à l'ESG-UQAM. Donc, je suis psychologue de formation. Je suis aussi conseiller en ressources humaines agréées. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre les antécédents et les conséquences des différents types de motivation qui animent un humain. Donc, que ce soit sport ou travail, moi, je suis dans une école de business, là, à l'École des sciences de la gestion, mais le modèle théorique qu'on utilise s'applique partout. Donc, antécédents et conséquences des motivations, c'est ça qui m'interpelle, moi, dans la vie. OK, puis est-ce que tu pratiques davantage comme, en fait, psychologue clinicien ou psychologue chercheur? Est-ce qu'il y a une différence là-dedans? Non, je suis psychologue. Tu as juste un titre protégé au Québec, c'est celui de psychologue. Donc, que tu sois neuropsychologue, psychologue communautaire, psychologue scolaire, le seul titre réservé, c'est psychologue. L'acte réservé que l'on a est la psychothérapie. Je ne suis pas psychothérapeute, donc je suis psychologue, membre en les règles de l'Ordre des psychologues du Québec, mais je ne fais pas de clinique ou de psychothérapie. Ça, c'est un cliché largement véhiculé qu'un psychologue, c'est uniquement clinique. Psychologue, c'est un titre réservé avec une large palette de possibilités. Puis moi, ça donne que c'est la psychologie organisationnelle ou la psychologie motivationnelle. Et là, toi, tu es psychologue, chercheur en psychologie organisationnelle avec un axe important de recherche sur la motivation au travail. Qu'est-ce qui initialement a fait en sorte que tu as axé ta recherche là-dessus, tu t'es intéressé à la motivation au travail? Et j'ai même peut-être une deuxième question, c'est que la motivation au travail, est-ce qu'on peut considérer que c'est une motivation qui est spécifique au travail ou il y a des éléments de la motivation au sens global qui peut être appliqué ailleurs, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle? Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'est-ce qui se passe ici, puis l'impact que ça a sur ce qu'on fait à l'extérieur. Fait qu'il y a un peu le lien entre les attitudes et comportements. Je suis allé en psychologie du sport parce que je m'intéressais à l'aspect psychologique du fonctionnement optimal. Certains modèles sont mis de l'avant pour ça. En même temps, quand tu fais de la préparation mentale ou si tu es un psychologue avec un athlète, tu as un immense impact sur mais une seule personne. Quand on est psychologue organisationnel ou quand on teste des interventions, c'est sur des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Donc moi, un des aspects qui m'interpelle particulièrement dans l'aspect de la psychologie
appliqué aux systèmes sociaux, c'est l'aspect multiplicatif que ça peut avoir. Donc, tu vas mettre un seul et même programme, mais ça se peut qu'il y ait 4000 personnes qui passent à travers ce programme-là au fil des années. Donc, cet aspect multiplicateur-là m'interpelle énormément. Et l'aspect recherche, c'est aussi pour déboulonner certains mythes. Par exemple, ça serait de dire, dans tel milieu, quand on est contrôlant puis qu'on crie après les gens, c'est la façon de faire, c'est de même qu'on est performant et ailleurs, ce sera différent. Ben non, tu sais, il y a pas d'endroit sur terre où quand tu es irrespectueux, ça devient motivant de manière saine et durable. Ça peut être motivant, mais à court terme avec des coûts psychologiques. Un autre mythe qui a été largement déboulonné, c'est celui des générations, par exemple. C'est dire, ah, les générations sont différentes. Ce qui motive les jeunes aujourd'hui, c'est dramatiquement différent. C'est pas vrai. Fait que c'est un peu l'aspect à la fois multiplicatif qui m'a interpellé et aussi le fait de trouver les vraies réponses à des questions probantes. C'est particulièrement ça qui m'a interpellé dans cette discipline-là et dans l'aspect recherche-intervention. Est-ce donc de dire que les époques ont peu ou pas d'importance ou d'influence sur la motivation des gens? Ben, c'est pas tant que les époques ou les circonstances n'auront pas d'effet, mais c'est de dire que n'importe quelle personne à un âge précis qui est exposée à ces critères-là peut avoir des réactions qui vont dans le même sens. Donc, le modèle qu'on utilise, nous, c'est la théorie de l'autodétermination, qui postule qu'on a 3 besoins plus importants que les autres à satisfaire. C'est comme les 3 vitamines psychologiques: l'autonomie, la compétence et l'appartenance. L'autonomie, c'est est-ce que j'ai une certaine marge de manœuvre? Est-ce que ça fit avec mes valeurs? Compétence, est-ce que je peux progresser? Est-ce que j'ai un effet? Et l'affiliation, c'est est-ce que je connecte avec ma société, avec mon titre, avec des amis, avec des collègues ou autres? Donc, si on prend l'exemple des générations, David, par exemple, les plus jeunes qui tentent de s'acheter une maison dans la région de Montréal, si on prend cet exemple-là, les prix ont explosé. Donc, c'est normal que toute une cohorte qui désire accéder à la propriété puisse momentanément se dire, My God, j'aimerais ça être plus payé parce que le salaire actuel avec le prix des maisons m'empêche de faire ce choix-là qui était possible plus facilement à une autre époque. Donc ça sera un exemple de cohorte ou d'événement historique. Ça a un effet. L'erreur, c'est de penser qu'une autre personne, si on avait une machine à voyager dans le temps, qu'on la mettrait dans cet épisode-là, qu'elle réagirait de manière totalement différente. Donc, il faut distinguer l'effet de cohorte des générations, premièrement. Puis, deuxièmement, c'est d'aller au-delà des apparences parce que souvent, il y a plus de variabilité à l'intérieur d'un seul et même groupe qu'entre les groupes. Fait que ça, c'est des trucs intéressants qu'on peut voir en recherche. Donc oui, il y a des effets de cohorte. Il peut y avoir des effets comportementaux, mais encore là, si vous êtes dans un épisode historique où, dans votre profession, c'est le plein emploi et vous avez une amie qui est dans un secteur d'activité où tout va mal puis tout le monde se fait mettre à la porte, bien, vous vivez dans la même cohorte, mais avec des vécus différents. Donc, ce que j'aime de la recherche, c'est de faire la part entre le bon grain puis l'ivraie, puis de dire c'est quoi qui a vraiment un effet. Donc, les générations, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce que j'aime, c'est de savoir la moins mauvaise réponse momentanée à une question. OK, intéressant. Puis toi, en fait, avec ton travail, là, tu es psychologue du travail et des organisations, le psychologue organisationnel. Il y a une panoplie de spécialités en psychologie, mais toi, particulièrement, qu'est-ce qui t'a intéressé euh, pour aller dans la psychologie organisationnelle? Oui, ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai fait mon doc à l'Université de Montréal. Puis durant mon doctorat, j'ai eu la chance d'assister au congrès de la théorie de l'autodétermination, le modèle qu'on utilise. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer ma blonde à sa soutenance de thèse. Le seul jour de sa vie où elle ne cherche pas un gauche, c'était moi le fatigant qui posait des questions. Euh, Fait que c'était à la fois le sujet, puis là, après, c'était le sujet puis la fille, là. Puis ma blonde, elle utilisait la théorie, puis elle dit: «Hey, je m'en vais au congrès de la théorie». Puis moi, je suis un nerd, assumé, fait que je dis: «OK, je vais y aller». Donc en 2003, le congrès avait lieu à l'Université d'Ottawa et c'est là que j'ai rencontré Marilyn Gagné. Marilyn Gagné, c'est la professeure qui a supervisé mon postdoctorat. À l'époque, elle était à Concordia
Marilyn a fait son doctorat avec Edward Deci. Donc, la théorie de l'autodétermination, les deux pères fondateurs, c'est Edward Deci et Richard Ryan, qui a été son étudiant de doc. Donc, Deci et Ryan, c'est souvent les deux noms qu'on nomme spontanément avec la théorie. Donc, Marilyn ayant fait son doctorat avec Edward Deci, elle était, puis elle est encore pas mal, une des expertes mondiales de l'application de la théorie de l'autodétermination au contexte de travail. Quand j'ai vu Marilyn présenter en 2003, je te mens pas, David, là, chaque phrase qu'elle disait, je voulais toute la prendre en note. À chaque phrase qu'elle disait ou à chaque slide qu'elle mettait, j'étais comme happé par le fait que, my God, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est exactement, je veux devenir elle, tu sais, je veux faire ça dans la vie. Fait que ça a été l'étincelle de départ. Ce qui est beau de la théorie de l'autodétermination, on dit souvent à la blague en psycho qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Donc, quand on a une bonne théorie, ça mène à de moins mauvaises décisions ou à de bonnes décisions. Donc, l'étincelle de départ à ta question, c'est cette rencontre-là en 2003 qui m'a permis de faire mon postdoc en 2006-2007, puis de devenir chercheur. Et donc, ça, c'est l'étincelle de départ. Ton autre question, c'était est-ce que tu appliques ça au travail ou ailleurs? La réponse, c'est pas mal en business, de par la teneur de mon emploi, mon lien d'emploi, etc., puis aussi mes sphères d'intérêt, je dirais. En même temps, ça ne nous a jamais empêché de faire d'autres échelles ou d'autres publications. Ma conjointe, elle est prof à l'Université de Montréal, elle a fait son postdoc à McGill, puis elle utilise la même théorie en pratique parentale. Donc, elle, c'est parent-enfant. En même temps, les échelles de mesure, par exemple, en recherche, c'est exactement les mêmes items. Parents, enfants, coach, athlète, gestionnaire, employé. Tu fais juste changer la cible de la personne. Ce sont les mêmes mécanismes. Donc, à titre d'exemple, je suis un co-auteur d'une échelle de mesure des pratiques parentales, mais c'est des pratiques de personnes en position hiérarchique selon la théorie de l'autodétermination. On a publié des articles, par exemple, sur les dynamiques de burn-out, les dynamiques motivationnelles d'épuisement, de fatigue et de burn-out. On avait un échantillon d'infirmières et de coachs sportifs. Donc, que ce soit dans les populations, les sujets d'intérêt ou autres, ce qui se cache en arrière, c'est toujours la théorie de l'autodétermination. Puis un autre cliché qui est largement véhiculé, c'est par exemple de dire que ma vie au travail, c'est une paroi ou une partie dans mon cerveau. Puis là, il y a une paroi parfaitement étanche qui fait en sorte que ma vie à la maison est diamétralement opposée. Puis la gravité ne s'applique pas de la même façon à la maison qu'à la job. On le sait, la gravité, c'est vrai partout, peu importe où tu es sur la planète. Fait que ce qui est le fun de la théorie de l'autodétermination, c'est que oui, je publie en business, en sport ou autre, mais c'est de savoir que on parle de l'humain, point. Peu importe le secteur d'activité, peu importe la cohorte, peu importe le stade de carrière. Donc, ce qui est le fun des modèles qui sont robustes, c'est qu'on peut trouver ces éléments-là universels qui ne sont pas nécessairement uniformes. Bon, là, on parle de motivation là, depuis le début de notre entretien. Là, bon, tout le monde a une idée un peu de ce que c'est, là, mais si on avait à donner une définition, là, étoile dans ta position de professeur, là, si j'avais à te poser la question, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? La motivation, on pourrait en parler une bonne centaine d'heures, là, mais on va faire ça simple. La motivation, c'est comme une auto. Une auto, ça a un moteur qui procure de l'énergie. Ça a un volant qui donne une direction. Ça a un réservoir à essence ou une batterie qui maintient ça dans la durée. Donc, la définition la plus largement connue de la motivation, c'est d'initier puis de réguler ses comportements dans une direction avec intensité et persistance. La direction, c'est le volant. L'intensité, c'est la grosseur du moteur. Puis la persistance, c'est la réserve d'énergie que tu possèdes. Donc, ça, c'est à haut vol. C'est quoi la motivation? Puis l'étymologie du mot motivation, ça a la même racine latine que émotion. C'est motere, qui veut dire moteur. Donc, motivation et émotion, c'est dans le même faisceau, c'est l'énergie qui nous guide. Là où ça devient intéressant, la théorie de l'autodétermination, c'est de se dire que la quantité de motivation est beaucoup moins importante que la qualité. Puis là, on va explorer un morceau qui est absolument fascinant de la théorie, c'est le continuum d'autodétermination. La motivation, que ce soit pour le sport, pour le travail, pour faire du bénévolat, pour s'entraîner, ça va aller du plaisir à l'absence de motivation et toutes les déclinaisons entre. Donc, je t'explique rapidement le continuum. Le plaisir, c'est
je fais ça parce que c'est le fun. Je vois pas le temps passer. Je suis absorbé dans le ici maintenant. Ça peut se vivre au travail, comme quand j'enseigne, j'adore ça, je vois pas le temps passer, ou quand je fais du vélo ou du ski, je vois pas le temps passer. C'est de la motivation intrinsèque, c'est le plaisir. Aucun emploi et aucun sport est à 100% constitué de tâches uniquement agréables. Il y a tout le temps des trucs extérieurs qu'on doit faire, mais qu'on a librement acceptés comme faisant partie du paysage. Le premier type de motivation extrinsèque, c'est la motivation identifiée. Donc, par exemple, se brosser les dents, c'est pas le fun, mais on a internalisé le fait que c'est important de prendre soin de son hygiène. Donc, la motivation identifiée, c'est toutes les tâches qu'on fait au travail ou dans notre vie personnelle qui ne sont pas nécessairement intéressantes, mais on sait que ça contribue à quelque chose de plus large que soi. C'est utile pour notre maisonnée, pour nos collègues, pour nos étudiants, pour nos clients. On met des efforts extrinsèques, mais on le sait que c'est important. La motivation identifiée, c'est le meilleur prédicteur de la performance, peu importe l'emploi. Et la motivation intrinsèque, c'est le meilleur prédicteur du bien-être. Donc, plaisir, sens, là, tranquillement, on glisse vers les motivations plus externes, plus contrôlées et de moins bonne qualité. Le troisième grand type de motivation, on l'appelle la motivation introjectée. En langage grand public, c'est toute la pression interne qu'on se met. Les gens compétitifs qui se disent, moi, il faut que je réussisse, je veux être fier de moi. Ou des gens qui vont se dire, ah ouais, je vais le faire parce que sinon, je vais me sentir mal. Quand on veut éviter la honte et la culpabilité ou rechercher la satisfaction intérieure, mettons, c'est une pression interne qu'on se met. Donc, on ne peut pas le savoir de l'extérieur, mais intérieurement, on le sait si on se récompense soi-même ou si on se punit soi-même. J'ai une petite question, excuse-moi, pour la motivation introjectée. Donc, est-ce donc de dire que quelqu'un qui a trop peut-être de motivation introjectée pourrait développer des problèmes de performance ou peut-être des problèmes d'anxiété, s'en mettre trop sur les épaules et donc, disons, s'orienter peut-être dans la mauvaise direction? Ben, tu as tout compris, c'est relié à la performance avec un coût psychologique, émotionnel et physique. Donc, la motivation introjectée, c'est exactement ça. Les gens orgueilleux, compétitifs, qui se mettent beaucoup de pression interne, c'est la motivation introjectée. Et il y a la peu régulation extrinsèque qui peut être sociale ou matérielle. Donc, sociale, c'est de dire, je veux plaire à mon boss. Il y a un organisme régulatoire que je dois rencontrer les attentes ou je dois éviter que mon rapport ne soit refusé. Donc, c'est extrinsèque à vous et social. Donc, c'est des punitions et des récompenses, mais sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Puis finalement, vous avez matériel, c'est est-ce que j'ai le salaire, les avantages sociaux, la sécurité d'emploi, puis est-ce que j'ai peur de la perdre? La motivation extrinsèque, de manière générale, c'est relié un petit peu à des choses positives et plus fortement à des raisons négatives. Si vous calculez votre salaire à la seconde, puis je mets un compteur sur votre bureau qui fait tourner le nombre de scènes que vous faites à chaque minute, c'est pas super motivant. Donc, les gens qui principalement sont motivés ou uniquement par la motivation extrinsèque, ils vont rencontrer les attentes de manière minimale, mais ça leur coûte très cher dans leur tête, dans leur cœur et dans leur corps. Puis finalement, vous avez la démotivation qui n'est pas le fait de ne pas mettre d'efforts, mais c'est plutôt de mettre des efforts sans connaître la direction. Donc, des gens qui disent, je mets des efforts, mais je me souviens plus trop pourquoi. Pourquoi je le fais déjà? Donc, ça, c'est la démotivation. Donc, le continuum qui va de plaisir à sens, à pression interne, pression externe, récompense et démotivation, on l'a mesuré en 27 langues différentes. Il y a une méta-analyse qui est sortie récemment qui montre que, invariablement, peu importe votre stade de carrière, votre genre, votre niveau d'emploi, vous êtes toujours gagnant à avoir plus de plaisir et de sens. Et sans que la pression interne, les pressions externes et les récompenses ne soient entièrement négatifs, si vous reconnaissez avoir des motivations introjectées et extrinsèques, ça va être particulièrement important d'essayer d'augmenter le plaisir et le sens simultanément pour essayer un peu de noyer le poisson puis d'enlever les conséquences négatives. Donc, en 27 langues différentes et avec une méta-analyse, ça va toujours dans le même sens. Donc, à ta question, c'est quoi la motivation? Bien, c'est un volant, un moteur puis une réserve d'énergie. Et en même temps, vous pouvez avoir une voiture qui est une Ferrari ou une Lada. Fait que c'est de voir que la quantité d'énergie
c'est un petit peu important, mais vraiment la qualité de ce qui vous anime, ça peut vous rendre heureux ou malheureux, performant ou pas, et dans la durée. Donc, ce morceau-là de la théorie de l'autodétermination est particulièrement important et il est invariant. Donc, ça vient déboulonner beaucoup de mythes, de préjugés puis de stéréotypes. C'est intéressant, donc, est-ce que ça veut dire que la motivation intrinsèque peut amener, dans le fond, du sens au travail? La motivation intrinsèque, c'est plus le fait de ne pas voir le temps passer, puis la tâche est en elle-même satisfaisante. Ce qui procure un sens, c'est la motivation identifiée. On est dans le même faisceau, là, c'est très fortement corrélé. Avec les types de motivation que tu viens de nous présenter, à quel point le contexte de travail peut jouer sur la motivation d'une personne? Parce que 2 personnes dans le même contexte de travail peuvent vivre complètement une réalité différente. L'une peut être extrêmement motivée et trouver, peut-être, tu sais, son sens au travail par rapport à ça, ça peut être très lié, alors que l'autre, peut complètement être, désorienté là-dedans et ne plus voir du sens et exemple de dire: «Ben, ça fait longtemps qu'on essaye de changer des choses, ça sert plus à rien. Tu sais, elle est complètement détachée, disons, de son travail. Et est-ce que ce type de démotivation-là, à quel point, en fait, ce type de démotivation-là pourrait mener éventuellement cette personne-là à vivre de l'épuisement ou des symptômes de burn-out au travail? Est-ce que tu vois ce genre d'éléments-là dans ta pratique, dans tes recherches? Ben, plus on se rend vers la démotivation, la motivation extrinsèque, plus ça va être fortement corrélé aux symptômes d'épuisement professionnel ou de burn-out. Tout dépendant du modèle qu'on utilise, ça peut avoir différentes caractéristiques, mais souvent, on va le mesurer avec le cynisme, un peu ce que tu as dit, tu sais, ça sert à rien, ça fait des années qu'on essaye. Ça va être aussi mesuré par la dépersonnalisation. On se regarde dans le miroir puis on a l'impression de voir un étranger. On se questionne intérieurement en se disant: My God, il me semble que v'là 5 ans, je n'étais pas la même personne que maintenant. Ça me ressemble plus, c'est plus moi ça. Puis des gens de votre entourage qui vont dire: My God, je te reconnais plus. Puis la troisième grande caractéristique, souvent, c'est la fatigue, l'épuisement émotionnel. Donc, les gens démotivés vont, statistiquement parlant, être plus cyniques, vont vivre plus de dépersonnalisation. Ils vont avoir moins d'efficacité professionnelle, puis c'est comme un cercle vicieux que l'on doit intercepter pour éviter de sombrer. Puis un autre élément, puis tu l'as un peu dit dans tes propos, c'est de savoir que chaque type de motivation est plus fortement corrélé aux types de motivation qui sont juste à côté. Fait que on va prendre l'exemple de la motivation introjectée. Elle se sépare en deux. Il y a une portion, c'est je veux me prouver que je suis capable. Mais cette portion-là est très fortement corrélée à trouver du sens dans son emploi. C'est pas mutuellement exclusif. C'est pas parce qu'on trouve du sens dans son emploi qu'on veut pas se prouver qu'on est capable. La motivation introjectée évitement, je veux éviter de ressentir la honte que je me donne. Ben, c'est très fortement corrélé avec le sentiment de honte que quelqu'un d'autre nous donne. Donc, c'est pas de voir chaque sous-type de manière exclusive. Quand on fait de la recherche, on isole les effets, mais ces sous-types-là de motivation existent chez tout le monde à des degrés variables. Il y a certains outils qui te permettent de prendre connaissance de ça. Puis si tu es élevé sur les 4 types de motivation, tu as des conséquences positives, mais un peu moins que si tu as beaucoup de plaisir et de sens avec peu de soucis d'ego puis de réputation. Fait que c'est de voir que les 4 sous-types, on le sait que ça va toujours dans le même sens, les variables, mais quand on met les variables dans les gens, on a différents profils motivationnels qui invariablement vont nous amener plus de mieux ou plus de pire dans des proportions selon les sous-types que l'on possède. Donc, ça demande un petit peu de gymnastique mentale, mais c'est de se dire, la motivation, ça varie en qualité. Je les ai en moi, ça fluctue dans le temps, mais j'ai-tu des tendances assez fortes que je dois baisser? Mettons que quelqu'un qui se dit: «Moi, je suis tout le temps orgueilleux puis compétitif, puis je me mets de la pression, mais le vendredi soir, je suis épuisé, j'ai plus d'énergie, puis je peux même pas regarder un film parce que je m'endors sur le canapé». Ben, c'est peut-être que vous êtes en train de vous mettre trop de pression. Ça ne vous causera aucun tort, puis au pire, ça va vous amener beaucoup de bienfaits de baisser le curseur sur l'ego pour augmenter, par exemple, l'impact bienveillant que vous avez sur d'autres. Bon, pour une personne dans son travail actuellement qui se questionne sur peut-être sa motivation, elle ne sait pas trop
si elle est encore motivée, si elle aime encore ça, mais il y a des moments où ce que ça va bien, d'autres moments où ce que ça va moins bien, ça peut être, ça peut fluctuer d'une certaine manière. Est-ce qu'il y aurait des indices pour cette personne-là à détecter pour lui permettre de savoir vers quel genre de motivation elle se dirige peut-être un peu plus ou quel élément pourrait lui générer davantage de motivation? OK. Heu, on va le prendre selon l'angle des conséquences que l'on peut vivre. Puis après, on pourra parler des antécédents, comment agir sur les motivations. Ta question, c'était quels indices pourraient me permettre de déceler les motivations? Fait que nous autres, on va souvent, suggérer d'analyser les conséquences de tête, de corps, de cœur et de comportement. Fait que des conséquences psychologiques, émotionnelles, physiques puis comportementales. Donc, des exemples de motivation très contrôlée. Des gens super orgueilleux et compétitifs qui ont tout le temps plein de gens à plaire, puis ont des impératifs financiers immenses, ben, des indicateurs comportementaux, c'est peut-être de se rendre à la dernière minute à la job parce qu'on le sait que ça va être tough. Fait que d'arriver en retard ou à la dernière minute ou essayer de partir plus tôt, c'est peut-être une indication que c'est un milieu difficile au niveau comportemental. Au niveau émotionnel, si le dimanche soir, vous avez une petite boule au ventre, puis le lundi matin, vous avez des nuages noirs dans la tête, ben, si vos émotions sont plus souvent négatives, l'irritabilité, la colère, la fatigue, la susceptibilité, versus la joie, l'enthousiasme ou le bonheur, ben, c'est peut-être des indicateurs émotionnels que les motivations sont de moins bonne qualité. Au niveau physique, avez-vous un enthousiasme débordant qui se maintient dans la semaine avec une fatigue normale ou dès le premier jour, vous sentez que vous êtes déjà fatigué, voire avant même de vous rendre au boulot, vous êtes déjà fatigué? Fait que ça peut être des indicateurs physiques de vitalité ou de vigueur qui peuvent nous interpeller. Puis au niveau psychologique ou cognitif, est-ce que on est le mardi après-midi, puis on est en train de fantasmer sur notre prochain week-end qu'on va faire au chalet ou tout ça, ou je suis dans le ici, maintenant, en train d'aider quelqu'un dans une tâche importante. Donc, si on reprend les mêmes indicateurs puis on les met du côté de la motivation autonome, au niveau comportemental, vous arrivez à l'heure ou en avance, vous quittez peut-être un peu plus tard. Des fois, vous allez vous permettre de prendre plus d'heures de dîner parce que vous êtes arrivé plus tôt. Vous avez une flexibilité mentale pour investir les énergies au meilleur moment. Au niveau émotionnel, on ne peut pas éviter les émotions négatives, mais si la plupart du temps, vous vivez de la joie, de l'intérêt, de la satisfaction, votre temps passe rapidement, ça peut être des indicateurs émotionnels. Au niveau physique, vous pouvez finir votre journée fatigué. En même temps, vous avez encore l'énergie pour aller faire un 3 kilomètres de course avec vos amis. Fait que vous êtes capable de vous réinvestir ailleurs. Puis au niveau cognitif ou psychologique, quand on a un lien continu entre nos ressources puis la job à faire, on abat le boulot. Des fois, on va plus vite ou moins vite. Ça va être autant d'indicateurs qui vont nous permettre de peut-être déceler des motivations de meilleure qualité. Donc, que ce soit des conséquences de tête, de cœur, d'action ou de corps, c'est une pléiade de symptômes ou de variables que nous, on mesure en recherche pour savoir on est-tu plus dans le fonctionnement optimal ou sous-optimal ou encore négatif. Bon, là, on parle beaucoup des différents tests que vous faites là, en recherche sur la motivation, mais fondamentalement, là, vous faites comment pour mesurer la motivation et déterminer si quelqu'un est, je sais pas, plus motivé qu'un autre? Ça, c'est une bonne question. Mettons qu'on prend les types de motivation, là, on a publié en 2015 le Multi-Dimensional Work Motivation Scale, l'échelle multidimensionnelle des motivations au travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait en recherche, en psychométrie? On va essayer plein d'items pour chaque variable. Fait que là, on avait plein d'items qu'on essayait de mesurer de plaisir. Plusieurs items qu'on essayait de mesurer la motivation identifiée, etc. Là, on fait passer ces J'ai une petite question, je m'excuse, mais exemple, pour le plaisir, vous posez quoi comme question concrètement pour mesurer précisément le plaisir? Je fais ce travail principalement pour l'intérêt que ça m'apporte. J'éprouve du plaisir dans les différentes tâches que j'exécute. Donc ça serait des items de mesure de la motivation intrinsèque. La motivation identifiée, ça pourrait avoir l'air du genre, ce que je fais correspond à mes valeurs. Je m'implique dans une mission qui est plus large que moi.
Je sais à qui mes actions bénéficient, des trucs comme ça. Donc là, on essaie de plein de questions en les faisant passer à de larges échantillons avec des échelles, mettons, de 1 à 7. 1 étant, je suis peut-être pas en accord du tout, puis 7 particulièrement en accord. Puis là, on va faire des analyses statistiques comme des analyses factorielles pour déterminer la validité, convergente, discriminante, prédictive, la fidélité, la stabilité, test-retest, l'invariance entre les langues, entre les genres, etc. Puis c'est de se dire, ben avec, mettons, ces 4 questions-là, peu importe à qui je la demande, peu importe dans laquelle langue je la demande, ça mesure ce que c'est supposé mesurer. Fait que ça, c'est la mesure. Puis là, ensuite, quand je parle des conséquences, bien là, c'est des corrélations que l'on fait. Plus le plaisir augmente, plus les épisodes de flow augmentent, plus les émotions positives augmentent. Donc, c'est à la fois dans la mesure vallée des fidèles déconstruit pour ensuite les mettre en corrélation qu'on fait avancer la recherche. Puis d'autres analyses qu'on peut faire, c'est par exemple euh, tester des différences entre des groupes. Donc, par exemple, un premier groupe, on leur fait vivre une intervention, on les mesure avant-après, puis on essaie de voir est-ce que ça a changé leur vécu, puis on le compare à un autre groupe qui est comparable, mais qui n'a pas vécu l'intervention. Fait que c'est ce genre d'analyse-là que l'on fait sur des mesures valides et fidèles qui nous permettent de déterminer que ce type de motivation-là est plus favorable qu'un autre. C'est pas de l'ordre de l'opinion ou du feeling, c'est de la recherche. En même temps, si je te montrais des chiffres, des fois, c'est long, c'est dur, c'est complexe à comprendre. Mais nous, c'est notre pain puis notre beurre. On fait ça à longueur de semaine. Mais c'est de se dire, quand on fait des méta-analyses, c'est de dire, on va prendre tout ce que tout le monde a fait depuis les 40 dernières années, puis on va voir dans quelle direction ça va. Puis quand on arrive jusqu'à des méta-analyses, là, ce qui est le fun, c'est de se dire, ben, casse-toi pas la tête. Si tu as du fun dans ta job, les chances sont que ça va être extraordinaire, ta carrière, pour le bien-être, pas nécessairement la performance. Si tu trouves du sens, c'est extraordinaire pour la performance, aussi pour le bien-être, mais moins que le plaisir. Fait que c'est ça qui nous permet d'affirmer de tels trucs. Ouais. Pour revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt, les gens dans un même contexte de travail, par exemple pour un même emploi, il y a deux individus ne vont pas vivre nécessairement les mêmes choses. Donc, on peut faire de grosses semaines, tu sais, de grosses journées au travail et arriver le vendredi et être fatigué légitimement, mais néanmoins, ne pas être démotivé pour autant. Comment on peut distinguer en fait la fatigue physique liée au travail, mais qui n'affecte pas pour autant la motivation au travail? Et en même temps, ben, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de rehausser sa motivation au travail si jamais elle devient peut-être influencée par différents facteurs qui nous entourent? Exactement. Euh, il y a les antécédents des motivations, ce qui permet d'augmenter la qualité des motivations, c'est la satisfaction et la non-frustration de vitamines psychologiques, d'autonomie, de compétences puis d'affiliation. Fait que si on revient à ta question, mettons, tu arrives à la fin de la journée puis tu es fatigué. Mettons que tu as investi volontairement, autonomie, beaucoup d'efforts qui ont mené à beaucoup de résultats, compétences, puis tu as aidé plein de gens, affiliation. Bien, c'est bien normal qu'à la fin de la journée, tu sois fatigué. En même temps, si tu as dépensé des énergies puis que ça a satisfait tes 3 besoins, tu arrives à la maison avec peut-être certaines filières énergétiques qui sont fatiguées, mais cette fatigue-là a été de bonne qualité, elle te permet par la suite d'activement te désengager de ton travail pour proactivement te réengager dans ta vie personnelle, ce qui va ensuite te permettre de satisfaire les 3 besoins. Fait que même si tu es fatigué de ta journée puis tu dis: «Ah, je vais aller courir un 5 kilomètres avec David tantôt», bien, tu vas être encore plus fatigué, mais tu choisis de l'activité, autonomie. Mettons qu'on court ensemble, David, puis on a à peu près le même niveau. Je sais que ça va être le fun. Il va me pousser un peu, mais pas tant que ça. J'aime ça, jaser avec David, affiliation. Donc, quand tes 3 besoins sont satisfaits au travail et entre tes sphères de vie, ça se maintient dans la durée. Là où il peut y avoir des déséquilibres, c'est par exemple si quelqu'un est workaholic ou passionné obsessif, il va surinvestir son travail parce que c'est comme une plante qui peut juste avoir du soleil, de l'eau puis de la bonne terre au boulot. Il va se désengager de sa vie personnelle, puis ça va créer un déséquilibre dans sa vie. À l'opposé, si votre vie personnelle satisfait vos besoins, mais pas votre vie au travail,
bien, la qualité des raisons qui vous poussent à aller au travail, ça va plus être économique, financier puis alimentaire. Une vie épouvantable, c'est une vie où, au travail et à l'extérieur, on est insatisfait, mais une vie pleine et heureuse, c'est une vie où, au boulot, je suis moi-même, je livre la marchandise, puis j'aide du monde, puis on retourne à la maison, je suis moi-même, je suis efficace, puis j'aide du monde. Donc, quand on met la lentille des 3 besoins, ça permet de nous voir que dépenser de l'énergie, c'est absolument pas un problème, tant et aussi longtemps qu'on peut bien récupérer l'énergie, soit le soir, la fin de semaine ou dans les vacances de l'année. Je t'ai entendu dire tantôt un terme important que tu as utilisé, le flow, l'état de flow. Je serais curieux de t'entendre là-dessus et qu'on pousse un petit peu pour que tu puisses nous expliquer c'est quoi ça, l'état de flow. L'état de flow, ça a été nommé par un chercheur d'origine hongroise qui est devenu états-unien, c'est Mihai Csikszentmihalyi. Puis il a écrit un livre à gros volume, là, son best-seller, il l'a publié en 1975, là, ça fait longtemps. Puis lui, le titre du livre, c'est Flow, The State Between Boredom and Anxiety. Lui, il disait que le flow, c'est pas de l'ennui, c'est pas de l'anxiété, mais c'est lorsque tu as un défi optimal. Tu es capable de faire X, ben aujourd'hui, on va essayer X plus 0,25. Fait que là, ça te demande des défis. Ça étire tes compétences. Tu choisis de t'y investir. Tu vas pas voir le temps passer. Tu vas être dans le ici et maintenant. Tu te lèves la tête de ton ordinateur ou de ton poste de travail, puis tu dis, My God, ça fait 3 heures que je fais ça. J'ai pas vu le temps passer. Donc, l'état de flow dans ce livre-là est défini par 9 caractéristiques différentes. Mais il y en a 3 qui sont comme des antécédents, 3 qui sont des conséquences, mais 3 qui sont des expériences phénoménologiques rapprochées. Mais quand on parle de flow, c'est d'être dans le ici maintenant, pas voir le temps passer, être concentré, être capable de chasser les distractions du paysage ou ne pas être distrait par l'environnement. Donc, l'épisode de flow, ça a beaucoup été étudié en sport et dans des contextes de haute performance parce que c'est souvent un indicateur que tes motivations sont de qualité, que tes besoins psychologiques sont satisfaits. Puis le flow, plus tu le vis souvent, plus tu le vis longtemps et intensément, plus ça amène des conséquences favorables comme un niveau d'énergie supérieur, une concentration supérieure. Donc, c'est souvent un mot, puis le mot est le fun à dire. Tu sais, dans le flow, tu es comme dans le ici maintenant, tu flottes. Des fois, les gens pensent à des images de surfeurs sur une grosse vague. Donc, c'est c'est un mot intéressant qui capture l'essence de cet état passager-là que l'on souhaite souvent revivre. Donc, le flow, c'est parfois un mot qui vient capturer plein de choses, c'est des pensées, des émotions, des comportements. Et c'est ça qui est le fun. Puis le chercheur, le Csikszentmihalyi, il avait utilisé le mot que les gens disaient dans les entrevues. C'est ça que les gens disaient. Ils disaient, je suis dans le flow, I'm in the flow. Fait que c'est comme ça que c'est sorti ce mot-là. Dans le milieu du travail, évidemment, là, le travail peut être exigeant pour certaines personnes, ce qui peut amener à certains états de santé. Hein. On parle beaucoup de santé mentale. Là. Donc, si on va dans le spectre un peu plus négatif, si on veut, là, on soit des symptômes et des maladies professionnelles. Là, on va souvent entendre parler de burn-out, de bored-out ou même de brown-out. Et je serais curieux de savoir si tu as des trucs aussi, il y a des éléments qu'on peut faire si on détecte qu'on est dans l'une ou l'autre de ces situations-là. OK. Moi, je suis pas un expert de ces états plus négatifs-là. Moi, ma tendance, puis ma structure de personnalité, puis mes intérêts gravitent plus vers augmenter le positif tout en diminuant le négatif. Fait qu'à l'intérieur de cette portion-là, je vais peut-être donner des éléments de réponse, là. Mais en gros, le burn-out, ben, c'est soit le cynisme, la dépersonnalisation, réduction d'efficacité professionnelle, puis l'épuisement. Un autre modèle qui est assez connu, l'auteur, c'est Hal Bezleben, là. Lui, ce qu'il a dit, puis j'aime bien l'analogie, c'est comme des batteries ou, mettons, des comptes dans ton institution financière. Quand tu dépenses de l'argent, c'est pas un problème. Quand tu as de l'argent dans ton compte, tu peux dépenser. Même des fois, quand tu n'as pas d'argent, ben, on peut t'en prêter, on te fait un prêt avec des intérêts, puis tu peux dépenser. Mais jusqu'à une certaine limite que faut pas que tu fasses faillite, faut pas que tu dépenses dramatiquement plus que ce que tu es capable de payer ou d'emprunter. Donc, si on fait 3 comptes d'institutions financières, vous avez un compte d'énergie psychologique,
un compte d'énergie émotionnelle puis un compte d'énergie physique, c'est pas un problème de dépenser l'argent ou d'emprunter si vous pouvez rembourser. Donc, le burn-out, ça peut être une fatigue excessive puis une difficulté de récupération dans les idées, dans les émotions ou dans le corps. Donc, ce qui peut être une bonne prescription souvent, mais c'est de prendre une vacance émotionnelle, une vacance psychologique, puis une vacance physique. Si vous êtes un monteur de ligne d'Hydro-Québec, ben, c'est une job fantastiquement difficile au niveau physique. Je veux dire, vous êtes à 120 pieds dans les airs, il fait moins 50. C'est clair qu'une bonne vacance physique va vous aider à récupérer. Ça se peut que votre tête soit entièrement là, puis les émotions, aucun problème, mais que votre corps est fatigué, vous avez une tendinite. Fait que quand on a les trois filières énergétiques, on est capable de voir quels sont les éléments qui me permettent de me remettre à flot. L'absence de burn-out ne veut pas dire qu'on est énergique. C'est un peu comme, encore là, les finances. On peut finir de rembourser son domicile, mais ne pas avoir d'argent de côté. Fait que le burn-out, c'est de dire, est-ce que j'emprunte trop d'énergie ou est-ce que je dépense au-dessus des moyens? Puis y a-t-il des moyens, des manières que je pourrais récupérer raisonnablement? Ça serait le burn-out. Le brown-out ou le bore-out, c'est non pas la frustration de vos besoins psychologiques, mais c'est souvent l'inassouvissement ou l'insatisfaction de vos besoins psychologiques. Fait qu'on ne vous contraint pas, on vous fait pas sentir incompétent, incompétente, puis on vous isole pas, mais vous ne connectez pas avec les autres. Vous faites un travail raisonnable sans voir d'évolution notable ou vous connaissez les règles avec parfois certains doutes. Donc, l'inassouvissement des besoins, c'est comme la fine tranche qui se situe entre je suis activement frustré dans mes besoins ou je suis satisfait puis je me maintiens dans la durée. Donc, c'est une collègue française, là, son prénom c'est Tiffaine. Elle a publié un article dans les 6-7 dernières années qui vient capturer l'essence de ce milieu-là. Puis ça viendrait mettre en lumière que tu n'es pas épuisé, mais tu es comme fatigué, lassé ou tu vis un peu d'apathie. Tu n'es pas en train de dire j'adore ma job, mais tu n'es pas non plus en train de dire je la déteste. Tu es comme un peu dans le frozen middle, tu es comme dans le milieu. Fait que ça, dans mon interprétation, ça serait comme le bore-out ou le brown-out, qui est l'inassouvissement. Là, si on revient à ta question, qu'est-ce qu'on fait si on détecte l'un ou l'autre? Là, c'est tout un monde de possibilités qui s'ouvre. Là. Là, ce qui est important à dire aux auditrices et auditeurs, si vous avez des doutes, là, aussi petits qu'ils soient, consultez, demandez de l'aide. Allez, jasez-en, cherchez du soutien. Ça, c'est la meilleure chose. Ça ne vous nuira jamais. Donc, allez chercher. À plus forte raison, si vous êtes dans les sphères là, plus extrêmes, puis ça fait longtemps que vous êtes là, là ayez pas peur d'aller demander. Moi, comme je t'ai dit, David, ma structure de personnalité puis mes intérêts, c'est toujours d'en augmenter le positif, heu, puis des conseils dans le positif, pas dans la réduction du négatif. Ça serait, par exemple, de connaître vos forces et de les investir de manière optimale plutôt que de surinvestir vos faiblesses. Il y a un fantastique questionnaire gratuit qui s'appelle le Values in Action. C'est un questionnaire gratuit. Il y a une version adulte, une version jeunesse disponible à partir de l'âge de 10 ans qui permet de mesurer vos forces de la plus présente à la moins présente. Tout le monde a les 24 forces en soi. La différence entre toi puis moi puis tout le monde, c'est l'ordre à l'intérieur duquel on a les forces. Fait que nous, on a testé une intervention où on a demandé aux gens de passer le questionnaire, de connaître leurs forces, de vivre une intervention qui s'appelle Moi à mon meilleur pour absorber son profil de force, pour essayer d'être plus soi-même, autonomie, d'être plus efficace en utilisant ses forces, compétences, puis d'entrer en relation avec les autres de notre manière la plus nous-mêmes possible, affiliation. Puis l'intervention s'est avérée efficace pour augmenter le fonctionnement optimal. Puis on avait, je crois, un ou deux indicateurs négatifs qui ont été diminués. Donc, quand on augmente le positif, parfois, on va réduire le négatif. Puis j'apporte une petite nuance ici. Si vous reconnaissez votre vécu comme étant principalement négatif, essayez pas d'augmenter le positif. Interceptez le négatif au départ.
En anglais, la phrase magique, c'est bad is stronger than good. Si votre maison est en feu, vous ne vous demandez pas le T-shirt de quelle couleur vous mettez sur le dos, vous sortez le plus vite possible. Fait que si vous êtes dans une situation de travail toxique, difficile, avec du harcèlement, essayez pas de rajouter du positif sur ce véhicule-là. Tentez de l'intercepter avec des intervenants dont c'est la spécialité. Moi, mes sphères d'intérêt gravitent plus dans augmenter le positif. Fait que j'ai moins de trucs brillants à dire pour le négatif, je dirais. Là, je vais te poser une question particulière. Là, on parle de motivation en soi, mais dans le langage courant, là, on entend souvent les gens utiliser aussi d'autres mots qu'on pourrait penser être des synonymes. Donc, motivation, mobilisation, engagement. Là, on a les organisations là, pour qui c'est important. Voulez-vous des gens motivés, mobilisés, engagés? Donc, ils utilisent ces mots-là comme des synonymes pour exprimer un concept ou une idée qui est la même. Mais si on regarde ça d'un point de vue scientifique, là, est-ce qu'il y a véritablement une différence entre la mobilisation, la motivation et l'engagement? Si oui, c'est quoi? Et sinon, est-ce qu'on fait fausse route si on les utilise comme des synonymes? Merveilleuse question. Je vais mettre un premier chapeau qui est grand public où je vais te dire, c'est pas vraiment important. Où je vais te dire, tant et aussi longtemps que tu sais qu'il y a de la bonne ou de la même, moins bonne mobilisation, qu'il y a de l'engagement positif puis de l'engagement négatif ou des motivations saines, malsaines ou corrosives, si tu utilises un mot, quel qu'il soit, tout en sachant qu'il y en a des bonnes formes puis des moins bonnes formes, la moitié de la job est faite, je dirais. Là, si j'enlève mon chapeau grand public puis je mets mon chapeau de chercheur, je vais te dire c'est vraiment pas la même affaire et il y a parfois des erreurs qu'on fait. Donc, en anglais, ils ont deux mots. On n'a qu'un seul mot en français, c'est engagement. En anglais, on a commitment et engagement. Donc, commitment, c'est la force du lien qui t'unit, soit ton organisation, ton boss ou ta profession. Cet engagement-là, ce commitment-là peut être affectif. J'aime mon employeur. Normatif, je me sentirais mal si je quittais. Puis continuation, hey, j'ai tellement investi dans mon plan de pension, je ne peux pas partir. Puis de toute façon, il n'y a même pas de job sur le marché du travail. Fait que ça, c'est effective commitment, normative commitment, continuance commitment. C'est pas en toute la même chose que les motivations. En même temps, on a publié un article qui montre que commitment, c'est la conséquence des motivations. Fait que ça, c'est commitment. Engagement, en anglais, c'est l'antithèse du burn-out. Donc, il voulait mesurer le concept miroir de l'épuisement. Puis les trois caractéristiques de quelqu'un qui est engage, c'est l'absorption, le dévouement et la vigueur. Donc, tu ne vois pas le temps passer, tu investis de l'énergie volontairement et ça te vitalise. Donc, ça, c'est des conséquences d'une motivation autodéterminée. Ça s'apparente beaucoup aux épisodes de flow, particulièrement dans la composante absorption. Là où au Québec, on a un problème que le reste de la planète n'a pas, c'est qu'on va souvent opposer motivation à mobilisation en disant que la motivation, c'est individuel et la mobilisation, c'est collectif. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai pantoute. C'est une seule et même chose avec deux courants de recherche qui se sont moins bien parlés. Au Québec, on a deux chercheurs, Gilles Simard et Michel Tremblay, qui ont parti le modèle de mobilisation. Puis quand vous le lisez, ce sont exactement les mêmes antécédents et conséquences que la théorie de l'autodétermination. Donc, eux vont argumenter, vont arguer que la mobilisation, c'est collectif, ce sont des leviers qu'on active ou collectivement, on recueille des comportements de citoyenneté organisationnelle. Le modèle de mobilisation est cité quelques milliers de fois dans leurs publications, à la fois en français et en anglais. La théorie de l'autodétermination va parler des processus intra-individuels, qu'ils soient individuels ou collectifs, qui permettent d'expliquer le fonctionnement optimal, les comportements de citoyenneté organisationnelle, le bien-être et la performance. La différence, c'est que SDT est cité 660 000 fois. Donc, moi, ce pourquoi je me suis accroché à la théorie de l'autodétermination, c'est pas que commitment, engagement ou mobilisation, c'était pas bon. C'était juste des modèles moins bien testés que la théorie de l'autodétermination. Puis encore là, ça ne veut pas dire que ça l'a mal été testé. Ça l'a juste été moins. Donc, l'idée que mobilisation serait collective ou motivation, c'est individuel, c'est pas vrai.
Puis vu que les gens connaissent mieux motivation, moi, je préfère ce mot-là. Si les gens utilisent mobilisation, je vais me référer à leur langage. Si les gens parlent de motivation, mais qu'ils utilisent, mettons, engagement proactif et bienveillant versus engagement négatif et antisocial, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est de comprendre qu'au-delà des mots, il y a un vécu positif, bienveillant et durable, un vécu intermédiaire qui doit nous donner des signaux d'alerte et un vécu qui peut être plus corrosif dans la durée pour soi-même et pour les autres. Donc, il y a à la fois des éléments étymologiques, puis psychométriques, puis définitionnels qui vont être importants en recherche. En même temps, si on retient qu'il y a super, moyen, moins bon, puis négatif, on a déjà fait un bon bout de chemin. Donc, moi, je fais souvent des blagues dans mes conférences grand public, puis j'utilise exactement la question que tu m'as posée, David. Voulez-vous des gens engagés, mobilisés, puis motivés? Tout le monde lève la main, puis je dis parfait. Bien, vos collègues motivés, à tous les jours, ils veulent voler du matériel, voler du temps, parler en mal, puis dessouffler les pneus de voiture dans le stationnement. Voulez-vous quelqu'un de motivé comme ça? Puis les gens disent non. Fait que c'est de voir qu'au-delà du mot, il y a un coefficient de qualité qui, lui, a une valeur ajoutée. Bon, j'ai une question là, un peu corsette posée, là, mais allons-y, là. Est-ce que l'argent motive vraiment au travail? Et si oui, jusqu'à quel point? Est-ce que c'est vraiment un facteur de motivation? Ça, c'est une bonne question, là, puis on va double-cliquer sur une petite boîte, puis encore là, on pourrait en parler pendant des heures. Dans notre livre «Libérer la motivation», le chapitre 5, c'est «Le salaire idéal selon la théorie de l'autodétermination». Fait que je vais aborder la question que tu m'envoies selon différents angles, David, puis tu me diras si on a assez d'éléments de réponse. À la question générale, est-ce que l'argent motive? La réponse, c'est oui. En même temps, quand on regarde les méta-analyses avec la motivation extrinsèque, c'est un peu relié à la performance de base, avec un lien beaucoup plus fort avec la fatigue, l'épuisement, le mensonge, la tricherie, etc. Donc, globalement, l'argent, ça marche, mais pas de ta fête, là, tu sais, c'est pas ce qui semble le plus pur et le plus durable. Donc, une des critiques qui est adressée à la théorie de l'autodétermination, c'est de dire: «Coudon, êtes-vous contre l'argent?» La réponse, c'est non. Moi, j'adore recevoir mon chèque à chaque 2 semaines, là. Demain, je suis payé, tu sais, j'ai hâte, l'argent rentre, ça paye ma maison, puis tout ça, puis j'ai toutes sortes de mécanismes qui fait que je mets de l'argent de côté pour plus tard, puis tout ça. Tu sais, j'apprécie cet élément-là. Est-ce que c'est ce qui me fait bondir du lit à chaque matin? Absolument pas. Donc, l'argent, c'est le meilleur outil pour réduire la détresse et la tristesse. L'argent, lorsqu'on s'extrait de la pauvreté, ça a un effet colossal. Quand vous passez de 0 à 25 000 ou de 25 à 60 000, ça fait un effet. Ça peut faire la différence dans votre vécu entre je vais à la buanderie versus je me suis acheté une laveuse puis une sécheuse, j'ai plus besoin de sortir. Ça a un effet. Donc, il y a des enquêtes qui ont été publiées, entre autres, avec le World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur. C'est des très vastes échantillons planétaires. Puis, on a montré qu'il y a un lien quasiment linéaire entre l'argent et le bonheur, que ce soit au niveau émotionnel ou cognitif, jusqu'à un certain seuil où l'effet va plafonner. Donc là, on peut s'ostiner puis s'enfarger dans les fleurs du tapis. Il y a 2 prix Nobel d'économie qui ont dit que c'était aux environs de 80 000 américains. Certains articles plus récents vont le situer autour de 120 000 américains. Le chiffre n'est pas important, là. Tu sais, mettons qu'on va dire 150 000 canadiens. Ce qui est important de voir, oui, puis le le coût de la vie, avez-vous 14 enfants ou aucun? Tu sais, il y a plein de trucs. Mais indépendamment des échantillons, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'effet de l'argent va plafonner à ce seuil-là avec certaines dispersions par après. Donc, si on vise le faisceau où on perçoit un certain plafonnement sur de vastes échantillons, c'est de dire que l'argent, ça fonctionne comme la température ou les calories. Si dans votre journée, vous mangez 20 calories, bien, vous allez avoir faim, puis la journée va être longue. Si dans votre journée, vous consommez 18 000 calories, bien, vous allez avoir passé 6-7 heures à manger, puis c'est pas bon pour vous, à court terme, puis à moyen, puis à long terme. La température, s'il fait moins 50 ou plus 60, c'est pas le fun, mais quand il fait 20 dans une pièce, on est bien. Donc, l'argent, ça fonctionne pour s'extraire de la pauvreté.
on constate avec de vastes échantillons qu'il y a un effet de plafonnement. Fait que ça, c'est la notion qu'on appelle de satiété financière. Puis, il y a de plus en plus de recherches qui semblent démontrer que ce chiffre-là, c'est pas 400 milliards, c'est à peu près 150-200 000. Fait que ça, c'est la première réponse. L'autre réponse, c'est de dire, hey, chez nous, là, on a des programmes de bonus, on a de la rémunération incitative. Il me semble que ça doit marcher. Là, on a des vendeurs, on s'attend à ça. Les trois besoins, autonomie, compétence, affiliation, on les a mis en lien avec les bonus. Si vos bonus sont justes, équitables, transparents, vous avez eu votre mot à dire à la fois sur les procédures et sur le montant. Les montants qui sont donnés permettent des écarts, mais qui ne sont pas excessifs. Vous allez avoir un petit peu d'effet positif avec l'argent. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas mettre de programmes de bonus qui sont juste informatifs. Statistiquement parlant, ils vont aussi être contrôlants. Qu'est-ce que ça veut dire être contrôlant? C'est, David, si tu ne remplis pas tes chiffres, tu n'auras pas le bonus. Même si on ne veut pas être contrôlant, cette pression-là nous habite. La structure qui est mise de l'avant nous fait dire t'es bon ou t'es pas bon. Donc, les bonus, s'ils sont informationnels, justes, équitables, transparents, qui permettent certains écarts, tout le monde est d'accord, ça ne crée pas de chicane, vous allez avoir un petit peu d'effet positif avec simultanément des effets négatifs. Donc, dans d'autres enquêtes, on a comparé l'argent avec, par exemple, avoir un gestionnaire qui soutient les besoins. Mais c'est 3 à 4 fois plus puissant d'avoir un bon gestionnaire qu'une rémunération incitative. Marilyn Gagné a publié un article qui montre qu'un emploi motivant peut avoir 3 à 4 fois plus d'effet que ton bonus. Et souvent, on va te donner un bonus dans des emplois motivants, puis ça va enlever les effets positifs de la job motivante. Fait que ce qui est fascinant, c'est quand on met les lunettes des trois besoins, on se rend compte que parfois, on cherche au mauvais endroit. Puis le dernier élément de réponse que je veux te donner, c'est, on a fait une série d'enquêtes là, avec 2 doctorantes, là, Lara Manganelli et Anaïs Thibault-Landry. Au lieu de demander aux gens: «Est-ce que tu veux faire de l'argent?», on a posé la question: «Pourquoi veux-tu faire de l'argent?». Puis on a trouvé une échelle standardisée, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, où on a vu qu'il y a des raisons de vouloir faire de l'argent qui sont totalement indépendantes du montant d'argent, puis qui peuvent frustrer ou satisfaire tes besoins. Fait que les 3 raisons de vouloir faire de l'argent qui, peu importe le montant, vont frustrer tes besoins, c'est comparaison sociale. Tu vas en faire plus que les autres. Impulsivité. Tu veux faire de l'argent pour aller à SAQ ou un magasin de luxe sans réfléchir. Tu sais, moi, je veux me faire plaisir. Là. Impulsivité. Puis le troisième, c'est d'utiliser l'argent comme un succès d'année pour surmonter tes difficultés d'estime de soi. Donc, d'essayer de se valoriser avec l'argent. Indépendamment du montant, ces raisons de vouloir faire de l'argent-là, ça augmente la frustration de tes besoins, ce qui augmente le mal-être. Là où on ouvre tout un monde de possibilités bienveillantes avec l'argent, c'est si on veut la faire par liberté, loisir, charité, fierté, puis équité, justice, valeur marchande. Fait que si tu te dis, moi, j'aime faire de l'argent parce que le samedi, on peut aller s'évader, faire de la bicyclette en famille à tel endroit. J'aime ça, moi, procurer ces activités-là à ma famille. La charité. Si vous me dites que vous voulez être milliardaire dans la vie pour donner 999 millions à l'UQAM, je vais fortement vous encourager à être milliardaire. Tu sais, la charité, ça va avoir cet effet-là. Si vous vous dites, j'ai tel diplôme, j'ai tant d'années d'expérience, mon voisin a sensiblement le même parcours de vie, puis il est payé 10 000 $ de plus que moi. Est-ce que tu pourrais ajuster mon salaire? Puis la personne dit, ben, tu as tout à fait raison, on ne veut pas te perdre, on va mettre l'argent. Donc, c'est là qu'il faut se rendre compte que l'argent, au-delà de sa valeur économique, elle a principalement une valeur psychologique et émotionnelle. Mets un billet de 100 en dessous du nez d'un chien, tu n'auras aucune réaction. Mets le même 100 en dessous du nez d'un ado de 14 ans, tu n'auras pas la même réaction. Donc, ce que j'aime de la recherche en psychologie, c'est d'aller au-delà des discours grand public. On est en train de faire toute une série de recherches fascinantes avec ma doctorante Jessica Ouellette, où on mesure les motivations à payer de l'impôt.
il y a des recherches robustes qui montrent qu'il y a un lien très fort entre payer de l'impôt et le niveau de bonheur collectif. Malheureusement, on a des journalistes, des économistes et des politiciens qui vont utiliser des mots comme fardeau fiscal, pression fiscale, charge fiscale. Prend la même réalité puis appelle l'impôt le volontariat communautaire. Parle des impôts comme d'une contribution significative et positive. Parle des impôts comme étant un devoir bienveillant sociétal. Ta perspective change totalement. Puis on a été capable de mesurer le sens, l'identité à payer des impôts. Puis plus tu es capable de voir l'impôt comme une responsabilité, un devoir bienveillant, plus tu vas volontairement cotiser puis suivre les règles. Mais si tu vois l'impôt comme c'est obligé, on te check, on te surveille, bien, tu vas vouloir tricher puis mentir. J'avais vu une donnée en Finlande, c'est un chiffre absolument fou, là, c'était quelque chose comme 71 des gens étaient entièrement satisfaits des impôts qu'ils payaient. Le Québec, on est le 6e endroit le plus heureux au monde, entre autres parce qu'on a beaucoup de contributions où on se dote collectivement de programmes sociaux positifs. Donc, il faut se battre bec et ongle contre les économistes, les politiciens ou encore les journalistes qui vont nous faire croire erronément que certaines catégories d'actions en lien avec l'argent sont uniquement négatives. C'est pas vrai. Fait que je sais pas si ça répond à ta question avec l'argent. Oui, 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 absolument, absolument. Puis c'est drôle parce qu'il y a quand même, tu sais, ce dicton connu qui dit que l'argent fait le bonheur. Alors, tu sais, c'est toute une question de perspective aussi pour plusieurs personnes, malgré, tu sais, les évidences scientifiques là, sur la question. L'argent fait l'absence de malheur pour s'extraire de la pauvreté. Ouais. Est-ce que la motivation est, comment je te dirais, disons, pareille pour tout le monde? En fait, est-ce qu'on peut améliorer sa motivation? Est-ce que ça peut se cultiver d'une personne à l'autre? Ou c'est plutôt, et surtout une question de personnalité? Parce qu'il y a des gens qu'on côtoie autour de nous qui, en fait, de leur côté, sont toujours heureux, sont toujours motivés, peu importe de ce qui se passe. Et il y a d'autres personnes pour qui peut-être c'est plus difficile. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire, si on veut, pour disons, rehausser un petit peu sa motivation? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ah non, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses à faire, là. Fait qu'il faut pas croire que c'est uniquement statique. On va s'imaginer une maison à plusieurs étages, OK? Ou la plus petite unité, c'est quel but je poursuis? C'est quoi mes tâches aujourd'hui? Fait que ça, la teneur des tâches peut être plus autonome ou contrôlée. Donc ça serait la plus petite unité d'analyse. Est-ce que je peux augmenter la teneur probable des tâches autonomes versus contrôlées? Le deuxième niveau, c'est par exemple la qualité des motivations qui m'animent au travail versus à la maison versus dans mes loisirs. Fait qu'il y a différentes sphères de vie où la teneur en qualité des différentes motivations peut être plus ou moins possible. Puis le troisième niveau, c'est celui que tu as abordé, c'est celui de la personnalité. Donc, si votre tendance naturelle, quasiment génétique et profondément ancrée, gravite autour du matérialisme, du capitalisme, de l'orgueil et de la compétition, ça ne veut pas dire que votre vie est foutue. Ça veut juste dire que votre structure de personnalité donne un élan qui va peut-être légèrement vous tirer vers le bas ou parfois vous stimuler à faire des choix qui sont moins durables dans le temps. Donc, ça existe des tendances de personnalité plus ou moins favorables. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, indépendamment de ta structure de départ, qu'est-ce qu'on peut faire soit pour réduire le négatif ou augmenter le positif. Ça, c'est une erreur que je vois souvent dans la portion consultation de mon travail. Les gens vont s'imaginer erronément que si tu augmentes le positif, ça diminue le négatif et vice-versa. Il y a des actions qui font juste enlever le négatif. Rembourser ses dettes, ça enlève tes dettes. Ça enrichit pas, ça enlève tes dettes. Tu as des cailloux dans tes chaussures, ça te fait mal quand tu cours, tu enlèves les chaussures, ça enlève la douleur, ça te fait pas courir plus vite. Donc, il faut avoir les 2 spectres dans notre tête que
Certaines interventions pour certains individus ou organisations, on serait bien avisé d'investir la diminution du négatif parce que le break à bras est trop enclenché. On va essayer de l'enlever un peu pour avancer moins inefficacement. Alors qu'il y a des secteurs d'activité où ça va quand même bien, puis on aimerait avoir un petit peu plus de vent dans les voiles. Fait que là, on va augmenter le positif. Donc, l'intervention avec les forces dont je t'ai parlé précédemment, on me l'a demandé à quelques dizaines de reprises. Hey, ça va mal chez nous. Est-ce que vous pourriez faire l'intervention positive? Ben, je leur disais systématiquement non. Tu sais, tu mets pas un diachylon, un plaster sur une plaie qui est remplie de cailloux. Tu la nettoies, tu essaies de la réparer avant de recommencer à t'entraîner. Fait que ça, c'est une erreur que je vois souvent, que les gens vont vouloir augmenter le positif pour diminuer le négatif, ou ils vont dire: «Crime, il y a plus de conflit chez nous, il y a plus de harcèlement. Pourquoi ne sont-ils pas heureux?» Ben, c'est de comprendre qu'on a enlevé les irritants, mais on n'a pas rajouté d'événements ou d'éléments vitalisants, là. Ben oui, des fois, ça va s'adonner que tu fais une seule chose, puis ça a un effet sur les 2. Mais l'idée, c'est de savoir que, l'analogie du frein à main puis de l'accélérateur, les gens le comprennent bien. Tu peux avancer avec le frein à main légèrement enclenché, mais c'est drôlement plus efficace de l'enlever entièrement pour avancer, librement. Est-ce que ça se peut d'être trop motivé? Ben, si on reprend l'idée que la quantité de motivation est pas importante et que ce qui est important, c'est la qualité. Si je reformule ta question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir des conséquences négatives avec trop de certains types de motivation? La réponse est oui. Donc, si quelqu'un est uniquement et principalement animé par la vengeance, le fait de vouloir systématiquement plus d'argent que tous les autres, qui veut le plus de possessions matérielles au niveau planétaire, puis qui puisse constamment être adulé des autres, mais cette personne-là a des motivations, que ce soit sa structure de personnalité, son éducation, la culture de son pays ou what not, ben, les chances sont que l'atteinte de ses buts ne lui permettra pas de satisfaire ses besoins psychologiques. Fait que c'est un chien qui se mord la queue. D'aucune façon, si tu brises pas le cercle vicieux, cette personne-là va-t-elle être heureuse de manière durable? Donc, est-ce que c'est possible d'avoir trop de motivation? Il faut se poser la question, quel sous-type va être présent? Puis même si quelqu'un était très motivé de façon contrôlée, les recherches qui font des profils vont montrer que si tu es élevé sur extrinsèque et introjecté et que simultanément, tu as beaucoup de motivation identifiée et intrinsèque, bien, ton vécu est globalement positif, mais peut-être un petit peu moins que si ton ego et ta réputation ou encore ton compte en banque étaient moins saillants. Fait que la réponse à ta question, c'est ça dépend du sous-type. Certains sous-types. Une des questions que des fois on a, ça se peut-tu d'être trop motivé intrinsèquement? Il faudrait qu'on monte des enquêtes qui démontreraient des effets négatifs de ces sous-types-là. Est-ce que quelqu'un pourrait passer tout droit parce qu'il y a trop de fun? Ben, à la limite, ça n'a pas tant de conséquences négatives. Tu auras juste plus fait de boulot, tu sais, ou tu vas peut-être te permettre un petit congé le lendemain parce que tu en as fait plus. Mais en tout cas, je- il me reste à voir des évidences empiriques qui démontreraient, hors de tout doute raisonnable, que certains types de motivation sont entièrement négatifs dans certains secteurs, là. C'est plus dur à trouver, mettons. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un mythe sur la motivation que tu aimerais éclairer ou clarifier aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent? Ben, on en a fait plusieurs, là. Mobilisation, engagement, commitment, passion, ça en était un. L'autre, c'est, les types de motivation ou tu sais, les générations ou tout ça. Mais, une idée, moi, qui m'habite, là, c'est comme, ça va avoir l'air bizarre, mais je vais parler du guide alimentaire canadien. Tu sais, moi, je me souviens à l'école primaire, là, sur le mur, il y avait la petite affiche avec l'assiette, là, tu sais. Faut que tu aies plus de légumes, plus de fruits, faut que tu aies, tu sais, lait, produits laitiers, protéines, tu sais. On a comme l'idée,
Puis ça varie une fois de temps en temps, tu sais, une fois à chaque 10 15 ans, là, le gouvernement le change, mais on a comme une idée commune de se dire, si tu suis ce barème-là de manière générale, tu vas augmenter les probabilités que tu vas être en santé. On le sait, là. Fait qu'on n'en parle pas vraiment. Tu sais, si tu t'en vas dans un buffet, puis quelqu'un fait une assiette avec majoritairement des fruits puis des légumes, un petit peu de riz puis une protéine ou autre, tu sais, les gens vont se dire, ça, c'est une assiette santé. Quelqu'un qui a une montagne de biscuits puis tout ça, ben, on le sait que c'est moins bon. On l'a intégré. C'est un guide collectif qui nous permet d'avancer. J'aimerais qu'on arrête de parler des 3 besoins. J'aimerais ça qu'on se dise: «Ben oui, l'être humain, il y a 3 besoins». C'est clair, tu sais, l'authenticité, l'efficacité puis la connexion. Qu'est-ce que je peux faire pour le satisfaire? J'ai hâte qu'on aille au-delà de la vente de cette idée-là. On n'a pas besoin de vendre aux gens l'idée que bien manger, bien dormir, s'hydrater puis de faire de l'exercice, c'est bénéfique. On peut s'enfarger dans les fleurs du tapis en se disant: «C'est quand je m'entraîne, comment je m'entraîne, faut pas que je me blesse». Là, on est dans le détail. Fait que ce que j'ai aimé de publier notre livre, là, Libérer la motivation, c'est que magiquement, vu que c'était écrit dans un livre qui était facile à lire, c'est comme si les gens se disaient: «Hey, ça doit être vrai». Même s'il y a des milliers de publications scientifiques, quand tu le mets dans un format que les gens se disent: «Hey, c'est pas fou ça». Ben, c'est la même logique que le Guide alimentaire canadien. Si vous parlez à des nutritionnistes, ils vont vous expliquer dans le fin détail comment le guide alimentaire n'est pas parfait, mais que c'est un guide général. Fait que c'est la même logique, moi, comme psychologue, qui dit les 3 besoins, c'est certain que c'est vrai, sont universels, sont pas uniformes. Comment vous allez le satisfaire chez vous, individuellement, ou chez vous comme organisation? Chaque endroit est unique. En même temps, ça s'appuie sur des besoins qui sont innés et universels. Donc, mon souhait général, au-delà des mythes et des préjugés qu'on a un petit peu déboulonnés, c'est de se dire, OK, j'ai confiance en l'humain et je sais que si je lui donne des circonstances favorables dans ce qu'il a réellement besoin, ce ne sont pas des caprices ou des préférences, on va récolter ce qui est bénéfique. Ah, c'est fort intéressant ça, c'est rempli de sagesse également. Mais merci, merci Jacques de ta générosité aujourd'hui, d'avoir partagé avec nous là, tout ton savoir entourant la motivation au travail et même de façon générale. S'il y a des gens là, qui désirent te contacter ou poursuivre la discussion avec toi sur le sujet, qui ont des questions, comment ils peuvent te rejoindre? LinkedIn est l'endroit où je rends disponible les trucs qui sont publics. Donc, si vous voulez me suivre sur LinkedIn, c'est une bonne source d'information. Les formations que j'ai faites à au-delà de 700 reprises, elles ont tellement été populaires que je les ai enregistrées sur la plateforme perfectionnement.com. Donc, vous avez maintenant 2 et bientôt 3 formations que vous pouvez suivre en payant les frais, pour avoir accès à ces formations-là qu'on a enregistrées donc sur la plateforme perfectionnement.com. Sinon, notre livre Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination est disponible sur les libraires ou en librairie. Puis depuis 2024, on l'a aussi en anglais, The ABC of Work Motivation. Donc, que ce soit en français ou en anglais, le livre est une source de connaissances vulgarisée qu'on a rendue accessible. Puis finalement, si vous voulez me contacter directement, c'est mon adresse à l'UQAM, forêt avec un S, Forest, forêt.jacques@ucam.ca. Ben, merci beaucoup, Jacques. Encore une fois, je suis très heureux d'avoir pu t'accueillir aujourd'hui pour parler de la motivation au travail. Puis, je suis certain que ça aura intéressé beaucoup de personnes. Là-dessus, ben, merci tout le monde et puis à bientôt. Un gros merci.